Bonjour et bienvenue à tous pour ce webinaire intitulé Améliorer sa capacité d'innover grâce à une norme. Je m'appelle Laurence Thoman, je suis conseillère en développement d'entreprise à la CCI Alsace Eurométropole et nous organisons ce webinaire dans le cadre de notre accompagnement d'entreprise. Nous allons parler de la nouvelle norme ISO 56002 sur le système de management de l'innovation, qui vous aide à structurer votre démarche d'innovation et à stimuler votre capacité à innover. Donc, ce webinaire va être animé donc par Johan Claire, donc qui a plus de 10 ans d'expérience dans la structuration de la démarche d'innovation et aussi qui a participé en fait à la rédaction de la norme au nom de la France. Donc, notre objectif ce matin, c'est de vous présenter un peu plus le contenu de cette norme ISO 56000 qui favorise l'innovation, de vous parler aussi un petit peu quels sont ses intérêts, mais aussi ses potentielles limites. Puis, nous finirons par voir comment on la met en œuvre dans les entreprises et notamment dans les PME. Voilà, j'en ai fini. Je laisse la parole à Johan. Merci Laurence, merci beaucoup. Alors, donc moi je m'appelle Johan Claire, je dirige une société qui s'appelle Innovation Way. Innovation Way fait effectivement du conseil en management de l'innovation depuis quelques années. Et puis j'ai donc participé directement. Ah, vous quittez à 11 heures. Eh ben, on va faire au plus vite Bernard pour que vous loupiez rien. Donc cette membre actif de l'ISO 56000, enfin du comité technique qui a rédigé cette fameuse norme ISO 56002. Et puis actuellement je pilote aussi directement un groupe de travail sur la rédaction d'un handbook encore autour de tout ça. Bref, tout ça pour dire que je vais vous donner un certain nombre d'éléments qui sont les éléments, ressentis aussi pendant la rédaction. Au-delà du document, je vais essayer de vous donner ces clés de compréhension qui vous permettront peut-être d'aller encore plus loin dans la compréhension du document. Alors, vous avez peut-être été interpellé par ce sujet. Une norme sur l'innovation, bon, si j'image un petit peu les choses, ça peut être présenté par ce petit singe, on se dit, ouais, si c'est pas même, oulala, dans l'esprit d'innovateur, et vous êtes nombreux à être vraiment de profil d'innovation dans cette présentation aujourd'hui, beaucoup de responsables R&D, beaucoup de responsables innovation, beaucoup de dirigeants. Donc si vous êtes un peu dubitatif, on va essayer de vous faire changer de grimace au cours de cet échange. Alors pourquoi on grimace? Parce que l'innovation, en fait, on essaie de rassembler un petit peu deux univers qui sont très différents. L'innovation à travers les yeux d'un responsable qualité, d'un responsable de normalisation, c'est parfois perçu un petit peu comme le Club Med, voilà, des gens qui pensent, des gens qui respectent pas les process, des gens qui nous parlent de créativité, qui nous parlent d'intelligence collective et qui, en termes de process et de procédures, sont pas forcément les plus attachés à tout ça. Et en même temps, dans les yeux d'un responsable innovation, la qualité, c'est un petit peu vouloir tout mettre dans des boîtes et tout ranger et tout structurer et tout organiser comme ça. Alors, j'illustre ça avec un artiste qui s'appelle Ursus Werly, que j'aime beaucoup. Il fait plein de choses dans ce genre-là. Et voilà, mettre de l'ordre dans le désordre, je trouve ça assez amusant. Donc finalement, l'innovation et la normalisation, c'est vrai que c'est deux univers qui, a priori, semblent relativement éloignés et pas forcément très compatibles. Mais pourtant, moi, j'ai la conviction que on peut les rapprocher et on peut tracer une histoire d'amour qui permettra aux deux de grandir et de progresser. Et c'est un peu ce qu'on a essayé de faire justement avec ce document ISO. Alors, je vais corriger tout de suite. En fait, une norme sur l'innovation, non. Une norme sur l'innovation, ça n'aurait pas beaucoup de sens. En revanche, un guide de bonne pratique pour mettre en place un système de management d'innovation, là, je suis beaucoup plus d'accord. Et effectivement, c'est ce qu'on a cherché à faire. Alors, vous allez me dire, on joue un peu sur les mots. Oui, on joue sur les mots, entre innovation, management d'innovation, système de management d'innovation, mais c'est fondamental de bien comprendre ça. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Donc, quelle différence entre innovation et système de management d'innovation? Innovation, alors, il y a dont l'ISO 56002 est donc une norme qui s'appelle système de management d'innovation, mais elle fait partie d'une famille que je vous décrirai tout à l'heure. Et dans la même famille, il y a l'ISO 56000 qui pose typiquement des définitions. On a défini l'innovation en disant que c'est une entité nouvelle ou modifiée qui réalise ou redistribue de la valeur. Bon, un peu abscon, c'est de la norme ISO. En termes de terminologie, c'est toujours un petit peu particulier. Mais il y a des notes et des compléments qui nous disent que l'entité, il faut bien entendre que ça peut être produit, service, organisation, modèle d'affaires, business model, etc. Donc, on ne parle pas que d'innovation produit, on parle de tout type d'innovation de façon bien plus large. Le deuxième élément fondamental de ce qu'est une innovation,
c'est de considérer que l'innovation doit produire de la valeur et cette valeur n'est pas forcément que financière. Donc, c'est très important de comprendre qu'on considère l'innovation comme l'output d'un système, c'est-à-dire comme quelque chose comme un résultat. L'innovation, c'est le produit. C'est le résultat d'une démarche particulière. C'est ce qu'on sort et ce qu'on va proposer notamment à ses clients ou à d'autres types d'utilisateurs. La différence, c'est que finalement, quand on considère cette partie innovation, euh, on a, on a aujourd'hui plus seulement besoin d'innover, on a besoin d'innover plus. Et par plus, j'entends plus souvent, de façon plus variée, plus régulièrement, pour tout un tas de raisons dans les entreprises. Alors là, la slide un petit peu tarte à la crème, je reconnais. La compétition mondiale, le fait d'avoir des nouveaux entrants dans tous les secteurs, que les métiers se complexifient, donc on a besoin de collaborer de façon beaucoup plus importante, mais on est toujours en ressources limitées. Et de plus en plus, on a aussi besoin de travailler autrement pour aller accompagner ces nouvelles générations, ces jeunes dans l'environnement du travail qui n'ont pas forcément les mêmes modèles, les mêmes représentations, etc. Donc, dans cet environnement-là, on a besoin non plus d'innover. On ne vit plus aujourd'hui sur une innovation pendant 10 ans, on va y vivre pendant beaucoup moins longtemps. Alors, bien sûr, il faut nuancer sur un secteur d'activité. Quand on est dans les biotech, quand on est dans la pharma, en tout cas sur des innovations produits ou des innovations de process, on est sur des choses des cycles d'innovation qui vont être beaucoup plus longs que quand on est dans une PME industrielle sur, je sais pas, des développements d'adhésifs ou sur des développements de matériaux qui peuvent avoir des implications beaucoup plus rapides et qui n'ont pas besoin de passer par les mêmes phases de test. En tout cas, dans tous les secteurs, on a cette accélération qui est importante. Donc aujourd'hui, les entreprises doivent donc être proactives pour évoluer. Elles doivent mettre en place des organisations qui favorisent ce plus d'innovation, c'est-à-dire encore une fois plus régulièrement, de façon plus variée et puis de façon plus diversifiée. Euh, la différence du coup entre innovation et système de management d'innovation, c'est qu'un système de management, c'est un ensemble, alors là encore une définition un peu lourde, corrélé en interaction d'un organisme utilisé pour établir des stratégies, des politiques, des objectifs, des processus pour atteindre des objectifs, alors du coup en termes d'innovation. Autrement dit, quand on va travailler sur un système de management de l'innovation, en fait, c'est que ça correspond à l'ensemble des activités qu'on va mettre en place pour permettre de favoriser le développement d'innovation sous toutes ses formes. D'où la nuance, on ne fait pas énorme sur l'innovation, mais on va faire un guide de bonne pratique sur comment mettre en place des activités qui vont nous permettre de faciliter l'émergence et le développement de tout un tas de types d'innovation au sein des organisations. Laurence, de temps en temps, on a un petit son. Est-ce que tu viens juste couper ton micro, s'il te plaît? Oui. Au niveau de l'impact, alors pourquoi cette différence est importante entre management et système de management d'innovation? Pour moi, il y a des impacts à différents niveaux. Premier niveau d'impact, ça va être sur le responsable d'innovation lui-même dans une organisation. Quel est son job? Est-ce que son job, c'est quand on parle de responsable d'innovation, on peut entendre que c'est lui qui est en charge de faire l'innovation dans l'organisation. Or, c'est pas du tout ça. Un responsable d'innovation, c'est pas à lui d'avoir les idées, c'est pas nécessairement à lui de les développer, c'est pas à lui de les commercialiser. Par contre, son rôle va bien être, si on parle de système de management d'innovation, son rôle va être de mettre en place les actions qui permettent à l'organisation d'innover et qui permettent à différentes personnes de proposer des idées, à différentes personnes de porter des projets, etc. Très important de faire cette nuance entre on n'est pas le responsable de l'innovation, on est le responsable du système de management d'innovation. Et là, on va faire un petit parallèle avec la qualité. Les responsables qualité n'ont pas pour responsabilité de sortir des produits de qualité. Ils ont pour responsabilité de mettre en place les conditions dans l'organisation qui permettent d'établir des éléments de qualité. Je vais y aller doucement sur les comparaisons avec la qualité, parce que vous allez voir que je pense aussi qu'il y a de très grosses différences avec l'innovation. Deuxième élément, au niveau de l'entreprise, on ne décrète pas l'innovation. Par contre, on peut décréter de mettre en place un système de management d'innovation. Et s'il est bien monté, on va probablement générer de l'innovation dans l'organisation. Là encore, la nuance est donc assez importante. Et enfin, au niveau de l'environnement économique, au niveau de ce qui peut se passer à l'échelle de filière ou de choses comme ça, c'est très difficile de comparer deux innovations. Laquelle est meilleure qu'une autre? Comment on va pouvoir comparer des choses comme ça n'a pas beaucoup de sens pour apprendre les uns des autres. En revanche, benchmarker sur les pratiques qu'on met en place pour favoriser l'innovation dans nos organisations, ça va être beaucoup plus faisable et beaucoup plus intéressant. Donc, finalement, pourquoi la normalisation peut aider les responsables d'innovation à travers cette mise en place de systèmes de management d'innovation? Eh bien, pour trois raisons.
La normalisation, en réalité, permet une chose très importante, c'est qu'elle permet de créer un langage commun. Elle a travaillé sur ces définitions, et la définition d'innovation, c'est un vrai bazar. Quand vous regardez à l'échelle internationale, il y a des tonnes de définitions, et là, il y a eu vraiment un grand nombre d'acteurs qui se sont rassemblés, hein, c'est plus de 50 pays qui ont travaillé pendant 4 ans sur l'élaboration de ce référentiel, pour venir définir ce qu'on entend par innovation, et le fait de dire que l'innovation, si vous regardez même encore le manuel d'Oslo, il y a encore 1 an et demi, qui sert encore pour toutes les politiques publiques, etc., il nous disait encore des choses qui, en tant que responsable innovation, nous paraissaient bizarres. Il parlait encore d'innovation, de création de valeur qui était plutôt centrée financière, etc., alors qu'on sait qu'on va bien au-delà. Donc, ça va nous permettre de poser des définitions à l'échelle internationale, et ça, c'est très important. Deuxième élément, ça va permettre aussi de donner un cadre légitime et commun. C'est-à-dire que l'ensemble des bonnes pratiques que vous allez trouver dans cette norme, en fait, il a été établi par 50 pays, ayant chacun un comité avec plusieurs experts dedans, etc., et qui se sont mis d'accord sur ces bonnes pratiques au niveau international. Donc, on a quand même réussi à avoir une synthèse avec un certain nombre d'éléments qui ont un petit peu de poids et qui peuvent permettre de bouger des organisations qui, peut-être, ont du mal à être convaincues dans vos organisations respectives. Peut-être que vous avez des collègues qui ont du mal à croire certaines des choses que vous pouvez avancer. Là, ça donne un cadre qui peut permettre d'affirmer avec d'autres types d'arguments, finalement, des choses que vous leur avancez peut-être déjà. Et puis le dernier élément, cette norme, moi je crois beaucoup qu'elle peut nous permettre de mettre en valeur le métier du management de l'innovation. Avant les normes sur la qualité, il n'y avait pas de responsable qualité. Aujourd'hui, avec cette norme sur l'innovation, j'espère qu'on va rendre visible ce métier et qu'on va permettre à plus d'organisations de comprendre que c'est un métier bien particulier et que le métier de responsable innovation n'est pas forcément le métier du responsable R&D et n'est pas nécessairement non plus une évolution du métier de R&D. Les entreprises qui faisaient de la R&D peuvent faire de l'innovation tout en gardant leur activité de R&D. Et là, il y a une très grosse nuance. On y reviendra. Alors, deuxième élément, c'est une norme avec un format particulier parce que c'est une norme de recommandation et pas une norme d'exigence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une norme est toujours, il faut savoir qu'une norme est toujours d'application volontaire. La loi ne vous oblige pas à être certifié 9001. Alors après, la notion de volontaire peut être un tout petit peu discutée si on considère qu'en réalité, dans volontaire, si votre principal client vous l'impose, vous êtes un petit peu coincé. Donc, voilà, c'est toujours d'application volontaire, mais parfois il peut y avoir des petites pressions du marché, et ça va être valable à la fois dans les normes d'exigence et dans les normes de recommandation. Est-ce qu'il faut respecter chaque ligne de la norme? Dans une norme d'exigence, oui, si vous ne cochez pas une case, vous avez une non-conformité. Si vous avez une non-conformité, vous n'êtes pas certifié. Dans une norme de recommandation, il est recommandé de suivre l'ensemble des points, on pense qu'ils sont tous intéressants, mais vous avez la liberté de prendre ce que vous voulez, puisque de toute façon, il n'y aura pas de certification. Vous ne pourrez pas vous faire certifier conforme à la norme, puisqu'elle n'a pas d'exigence à l'intérieur, donc on ne peut pas être certifié conforme. La vocabulaire que vous allez trouver dedans. Dans une norme d'exigence, vous allez avoir le verbe devoir. Dans une norme de recommandation, vous allez avoir plutôt du conditionnel et de la recommandation. Pourrait, devrait, aurait intérêt à. C'est très important cette nuance, parce que ça veut dire que dans ce référentiel, vous allez prendre ce qui vous intéresse. Vous allez pouvoir prendre les éléments qui vous intéressent et pas être obligé d'appliquer l'intégralité. Bonjour Alfred. L'utilisation pour une qualification fournisseur, c'est possible dans les deux cas, bien sûr. Est-ce que ça peut faire objet d'une communication externe? Bien sûr, dans les deux cas. Et puis donc exemple, la 9001 d'un côté, la 56002 de l'autre, et vous verrez là qu'il y a un petit différence sur le nombre, puisque quand ça termine par un 1, c'est souvent des normes d'exigence, et c'est pour ça qu'on a tenu à terminer par un 2 pour avoir cette petite différence. Alors, une norme de recommandation, enfin, l'objectif, c'était donc de préciser que le management de l'innovation est accessible à tous les types d'entreprises, de faciliter les échanges et les benchmarks, d'encourager la mise en œuvre d'approches vraiment volontaires, pas parce qu'on nous a dit qu'il fallait nous faire certifier, et puis de promouvoir une forme d'agilité organisationnelle. Ok, il y a un modèle dans l'ISO 56002, maintenant, on peut aussi prendre un certain nombre de libertés par rapport à ces recommandations. Et surtout, on ne voulait pas prescrire un modèle unique, faire croire que parce que vous allez appliquer ça à la lettre et que vous allez ticker toutes les cases, alors vous allez innover 10 fois plus. C'est pas exactement comme ça que ça marche. Il va toujours y avoir une part aussi d'humain dans ces affaires d'innovation, bien entendu. Et puis, on ne voulait pas non plus permettre à des entreprises de s'autoproclamer innovantes. Et ça, notamment dans un contexte international où on avait certains pays qui voulaient avoir le plus d'entreprises innovantes du monde et qui tenaient à avoir des certifications pour pouvoir le prouver. Donc, on a un peu bloqué ces approches-là. Alors, le contenu de cette ISO 56002, voilà un peu pour les grands principes de son origine et ce qu'on met dedans. Cette ISO 56002, je vous le disais, elle fait partie d'une famille, de la famille ISO 56000 Series. Donc là-dedans, c'est un comité technique qui s'appelle l'ISO TC 279 pour Technical Committee. Alors non, oui, je vous dirai où on peut la trouver. Je peux pas vous l'envoyer parce que c'est payant. 279, donc le comité technique est centré sur le management de l'innovation.
C'est un comité technique international qui rassemble 50 pays et qui est dirigé par la France, présidé par la France à travers une personne qui s'appelle Alice de Cazeneuve et qui travaille chez Airbus. Elle est responsable de la culture innovation au sein d'Airbus. Ensuite, il y avait différents groupes de travail. Un groupe de travail sur le système de management de l'innovation. Et là, vous avez donc l'ISO 56002 qui a été publié en juillet au niveau international, en septembre en France. Vous avez un document qui s'appelle la terminologie, qui est au milieu, hein, qui là a été publié tout récemment au mois de février, donc qui pose un peu des définitions. Vous avez une norme sur les partenariats qui est également publiée, qui est dans un groupe de travail qui était piloté par le Canada, et un technical report, donc un autre document sur l'évaluation de la gestion du pilotage de l'innovation dans les organisations. Et il y a encore d'autres normes qui sont en cours de développement. Si les sujets vous intéressent, l'AFNOR est toujours féru d'avoir de nouveaux experts qui s'engagent autour de la gestion de la propriété intellectuelle, de la gestion de l'intelligence stratégique, du management des idées, et puis un handbook sur le management de l'innovation que j'ai l'honneur de piloter, dont j'ai l'honneur de piloter la rédaction, et donc qui est là cette fois-ci issue d'une demande des Nations Unies pour faire du développement, pour avoir un guide qui soit un peu plus opérationnel et compréhensible peut-être que ce qu'on peut trouver dans la 56002. Là aussi, on va y revenir un petit peu. Donc, dans cette ISO 56002, on considère qu'il y a donc 8 grands principes fondateurs pour un système de management de l'innovation. Le premier, c'est d'être focalisé sur la réalisation de valeur, et de valeur au sens large, comme je vous le disais au départ. On pense que pour mettre en place un système de management de l'innovation, il faut clarifier cette notion de valeur et être bien au fait que développer de l'innovation dans les organisations, ça crée de la valeur financière, mais ça crée aussi de l'engagement des équipes, ça crée de l'apprentissage, ça permet de développer des choses, de développer des savoirs, des savoir-faire, de s'allier, de gagner, bref, sur tout un tas de tableaux. Il faut aussi, bien sûr, avoir des dirigeants qui soient tournés vers l'avenir. Alors, on est tous, pour beaucoup, dans des contextes où le court-termiste revient malheureusement de manière très très forte. On espère qu'il faut être, en tout cas, on considère que pour de l'innovation, il faut avoir une vision un petit peu lever le nez, aller un petit peu plus loin pour que ça puisse fonctionner. Considérer l'innovation comme une orientation stratégique, agir sur la culture, ou en tout cas considérer la culture de son organisation, identifier des signaux faibles dans son activité, gérer de l'incertitude, être adaptable, ne pas avoir un processus qui soit exclusif et figé, et puis avoir une approche systémique, c'est-à-dire considérer que l'innovation, c'est un ensemble très complexe où finalement, dans un système d'innovation, si on rentre beaucoup d'idées, c'est pas parce qu'on rentre beaucoup plus d'idées qu'on aura beaucoup plus de sorties. Parce qu'il va falloir travailler d'autres éléments dans son système pour que ça puisse fonctionner. Donc faire de la créativité, c'est pas forcément se donner la certitude d'innover. Il faut avoir l'ensemble du système qui puisse évoluer de façon conjointe pour que ça puisse fonctionner. Alors, sur cette norme, qu'est-ce qu'on va trouver? Là, je vais vous en présenter les grandes lignes, et notamment à travers on va construire ensemble le schéma de structuration globale de cette norme. Ce qu'on a cherché à faire, c'est de différencier, de passer du processus d'innovation. Alors, un processus d'innovation, c'est quand on a envie, une intention d'innover et qu'on en fait sortir de l'innovation. On peut passer de ce niveau-là à un niveau système. Alors, le processus d'innovation, il est représenté dans la norme à travers ce schéma-là. C'est discutable, c'est une représentation. Ce qu'on a voulu montrer là-dedans, c'est que c'est un espèce de mélange entre les approches stage gates, très étapes, jalons, 1, 2, 3, de manière très structurée. Hein. On identifie des opportunités, on crée des concepts, on les valide, on développe les solutions et puis on les déploie. Ok, 5 étapes, pourquoi pas. Mais en revanche, de montrer qu'il y a aussi une forme de dynamisme là-dedans. C'est-à-dire que c'est pas toujours un phénomène linéaire. Quand vous faites de l'innovation, et là on rejoint plus ce qu'on entend dans les approches plus agiles, dans le design thinking, dans des choses comme ça, où on va avoir des boucles qui peuvent se créer, notamment entre on crée un concept, on le valide, mais finalement ça nous fait naître une nouvelle opportunité et on crée des boucles. Donc d'où les flèches un petit peu dans tous les sens pour expliquer que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et tout n'est pas totalement linéaire dans le développement d'une innovation. Mais en tout cas, il y a une forme de représentation de ce processus qui peut vous aider à structurer vos démarches à vous dans les organisations. Alors bien sûr, là encore, quel que soit en fonction de vos secteurs d'activité, les temps de chacune de ces phases ne sont pas les mêmes. L'importance de chacune de ces phases n'est pas tout à fait la même. Dans certains secteurs, vous allez avoir des obligations de créer des boucles aussi, de réaliser plusieurs validations. On va valider le concept, mais on va aussi devoir valider la solution, réaliser des essais cliniques, par exemple, encore une fois, dans tout ce qui va être médical.
Mais on va avoir différentes manières de fonctionner. Parfois aussi, dans des petites structures, quand on est en PME, en TPE, qu'on a des ressources plus réduites, la phase identifier l'opportunité, créer le concept, valider le concept, enfin, réaliser un prototype, c'est des choses qui peuvent aller extrêmement vite. Là où, bien sûr, le développement de la solution de manière durable va être un peu plus délicate. Donc, c'est une base de discussion qui doit être bien sûr adaptée à chacune de vos organisations et de vos contextes particuliers. Ensuite, donc, je vous le disais, on passe de ce processus projet à un système de management de l'innovation. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On met finalement ce processus projet au cœur du système. OK, le but du jeu, c'est bien de réussir à passer de l'intention d'innover à la réalisation d'innovation. Et pour réaliser ça, on a besoin de suivre une forme de parcours projet. Mais c'est pas tout. Ce dont on va avoir besoin, on va considérer, et là vous avez, entre parenthèses, c'est les numéros de chapitre. Alors le chapitre 5, leadership, c'est un des chapitres de la norme. On va dire, pour mettre en place un système, eh ben, il faut établir une forme, déjà savoir où on va, quoi. Engager les équipes et puis savoir c'est quoi la vision, c'est quoi notre stratégie, c'est quoi notre politique en termes d'innovation. On a envie de faire quoi? On a envie d'innover dans tout et n'importe quoi, de saisir toutes les opportunités? Non, il faut créer son identité, il faut rationaliser quelque part, trouver des critères pour venir sélectionner les projets sur lesquels on va s'engager. Est-ce qu'on prend ceux qui sont réalisables à court terme, à moyen long terme, à long terme? Est-ce qu'on prend ceux qui nous donnent une avance technologique, ceux qui nous donnent une plus grande réactivité, ceux qui vont permettre... Vous voyez, on n'a pas toujours les moyens de tout faire dans les organisations, donc on va dire que pour mettre en place un système efficace, c'est-à-dire quelque chose qui soit capable de générer plus de valeur en mobilisant moins de ressources idéalement, il va falloir être capable de bien identifier ses priorités. D'où l'importance de formuler une stratégie d'innovation en amont. Ensuite, on va aussi prendre en compte le contexte de l'organisation. Cette stratégie, elle s'intègre dans un contexte global. Quelle est la dynamique de votre filière? Quelle est la culture propre à votre organisation? Si vous avez une culture très ingénieur, très produit, etc., eh ben, aller vers l'innovation de business model, ça va être plus compliqué. Si vous êtes dans une entreprise de service qui est bien plus, comment dire, pilotée par des gens qui viennent d'écoles de commerce, etc., à la dimension technique, ils vont avoir plus de mal. Et pourtant, tout ça, c'est potentiellement de l'innovation. La R&D peut nous donner des formes d'innovation, mais la personne qui est le commercial, qui est au contact du client, qui va discuter avec lui et se rendre compte qu'il y a tel ou tel besoin ou qu'on pourrait lui vendre de cette manière, penser à la vente de l'usage plutôt que la vente du produit, etc. Ça, c'est pas de la R&D. Pourtant, c'est de l'innovation. Donc voilà, quelle est la culture propre à l'organisation? Quelle est son orientation en termes de collaboration aussi? Est-ce que vous êtes une entreprise qui est très ouverte, qui travaille déjà avec plein d'universités, plein de partenaires, etc. ou très refermée pour des raisons historiques, pour des raisons de technologie? Il peut y avoir tout un tas de raisons autour de ça. Ce qu'on sait en revanche, c'est que les entreprises qui collaborent ont en général de meilleures performances en innovation que celles qui fonctionnent de manière complètement renfermée, hors cas particulier de travail dans le nucléaire, etc., même si là encore, il y a des collaborations qui sont possibles. Donc voilà, bien comprendre ces éléments-là, la culture de l'organisation pour mettre en place un système, et c'est là aussi que c'est important d'avoir une norme de recommandation, il faut que ce système vous ressemble. Ensuite, on va avoir les supports. Alors les supports, bien sûr, pour que ce système fonctionne, il faut qu'il ait ses ressources propres. Alors j'ai zoomé un peu sur quelques supports que vous trouverez dedans. C'est peut-être écrit un peu petit, n'hésitez pas à vous mettre en mode plein écran. Donc il faut bien sûr certaines ressources, il faut des compétences, il faut sensibiliser tout le personnel, il faut communiquer, il faut des outils, des méthodes pour innover, il faut des approches management de l'intelligence stratégique. Oh, j'ai oublié le management de la propriété intellectuelle, mais mes collègues me tueraient. Mais la propriété intellectuelle est encore une ressource différente. Et dans ces ressources, après, les infrastructures, on veut prototyper, on veut tester, d'accord. Il nous faut des installations pour ça. Il nous faut des compétences pour ça. Il nous faut bien sûr du cash. Mais en tout cas, c'est un élément qui est important et il faut venir structurer ces éléments-là. Merci à ceux qui doivent se sauver. Désolé pour le timing. Donc voilà, tous ces éléments de ressources, vous trouverez des guides dedans dans le référentiel ISO 56002. Ensuite, il y a cette bulle autour, donc ces supports qui sont à défendre dans le système de management d'innovation. Et là, on retrouve, bon, le PDCA. Moi, j'en suis pas un grand fan, mais c'est comme ça quand on travaille avec des gens qui sont des systèmes de management et des experts de la normalisation. Il y a quand même, et on peut le comprendre, de l'amélioration continue dans l'innovation à proprement parler, compliqué. De l'amélioration continue dans son système de management, oui, là, ok, je prends. Donc, tout autour de ça, on va avoir des approches de planification, de mesure de la performance de son système pour venir le rendre vivant et le faire grandir au fur et à mesure. Là encore, je vous rappelle que vous n'êtes pas obligé de tout appliquer de ce référentiel au départ. Donc, on est là dans une dynamique d'amélioration continue où peut-être que certains éléments vont être pris au fur et à mesure de vos développements. Voilà pour cette photo de l'ISO 56002.
Donc, on a ça, c'est le. Alors, les slides sont à disposition. Oui, déjà en haut à droite, je vous le redirai tout à l'heure. Vous pouvez les télécharger. Donc, les principaux. Donc, cette photo-là, hein, je reviens là-dessus, c'est le schéma de base de l'ISO 56002 que je vous ai présenté de manière résumée. Après, le document fait une trentaine de pages. On verra, il peut être un peu abscon dans la lecture, mais c'est ça la philosophie de ce document. Alors, vous avez maintenant quel intérêt finalement, et on a promis un focus un peu plus PM. Pour moi, les intérêts autour de ce document, c'est que si vous appliquez, si vous vous intéressez à ce document-là, alors je me concentre sur les intérêts au niveau de l'organisation, pas au niveau de l'intérêt pour un responsable d'innovation qui peut aussi être très importante pour venir l'aider à structurer son approche et à convaincre ses collègues et à convaincre sa direction potentiellement de l'importance de son activité. Mais on peut avoir aussi des impacts au niveau de l'organisation. Donc, à court terme, ça peut vous permettre de réaliser un état des lieux de vos pratiques. Vous prenez le guide, vous regardez tous les éléments et vous regardez basiquement. On fait pas. Là où on fait pas, est-ce que si on fait pas, on le fait pas de manière consciente et à la limite c'est choisi et on peut l'expliquer, ou est-ce qu'on le fait pas parce qu'on n'y a pas pensé à cet élément-là et peut-être que dans ce cas on pourrait avoir intérêt à y penser. Deuxième approche, deuxième élément, on peut aussi clarifier le rôle donc du responsable d'innovation et sa différence, sa complémentarité avec un responsable R&D. Là où le responsable R&D va piloter des actions de recherche et développement, lever des verrous technologiques, faire des développements vraisemblablement très complexes, le responsable d'innovation peut avoir une vision beaucoup plus large de tout ça et se nourrir de ce qui se passe à la R&D, mais se nourrir de ce qui se passe aussi dans d'autres services, dans d'autres secteurs et avoir une approche très fonctionnelle. Vous avez des gros bureaux R&D dans certaines structures. Vous aurez rarement un gros bureau innovation. Parce que le bureau innovation, les gens qui sont en charge de l'innovation, ils sont là pour faire vivre ce système. Et on n'a pas besoin de 50 personnes. Le but du jeu, c'est qu'ils arrivent à engager toute l'organisation derrière eux. Donc on est bien sur une approche très fonctionnelle finalement, une dynamique à mettre dans l'organisation. Ensuite, ça peut vous aider aussi à identifier, trouver des clés pour identifier, sélectionner, développer plus efficacement vos projets, mieux les prioriser, mieux les ordonner, mieux les sélectionner. Alors en revanche, voilà, à court terme aussi, peut-être une difficulté, j'ai promis de parler des limites aussi, à la lecture du document. Peut-être que vous vous direz parfois que ça semble un peu complexe à la lecture. Il faut savoir que c'est aussi c'est un document normatif qui a été construit selon certains modèles normatifs, etc. Donc la lecture, c'est pas forcément quelque chose qui est extrêmement sympathique, mais ça n'empêche pas d'avoir du contenu intéressant. Et puis à long terme, ça peut vous permettre de diversifier vos innovations. Si vous faites beaucoup d'innovations produits, peut-être que ça vous orientera vers d'autres types de modèles d'innovation et d'autres gisements de valeur finalement qui vous permettront d'améliorer votre performance. Ça vous permettra aussi, j'en suis certain, d'innover plus régulièrement. Parce que quand on formalise un peu son process, on voit mieux les choses et quand on structure un peu, on arrive à avoir plus de performance. Et puis ça peut vous permettre d'encourager l'ensemble du personnel, d'avoir des clés pour justement engager cette dynamique-là et mobiliser un grand nombre de personnes dans l'entreprise, ou en tout cas de plus en plus de monde dans l'entreprise, parce que là encore, il faut y aller par étapes. Et je ne dis pas que demain, il faut basculer. Toutes les entreprises ne peuvent pas basculer en mode startup, c'est-à-dire tout le monde s'engage dans les idées, etc. Non, ça n'a pas de sens. Il faut développer des choses où cette culture vient finalement se diffuser dans l'organisation à un rythme adéquat finalement dans cette vision système. Alors, on a aussi, là encore, un petit attention à ne pas basculer dans une vision dogmatique du le document le dit à la page 4, ligne 8, donc il faut le faire. C'est-à-dire, ne basculez pas à long terme, il faudra faire attention de ne pas basculer là-dedans et à garder de la dynamique parce que il y a des dynamiques. Alors là, un petit mot sur les grands groupes. L'entrepreneuriat, l'intrapreneuriat, il y a 4-5 ans, on n'en avait pas dans les grands groupes. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très présent. Alors, est-ce que là, on a fait un état des lieux des pratiques qu'on trouve aujourd'hui? Peut-être que dans 3-4 ans, on aura de nouvelles pratiques. Peut-être que dans 6 mois, on aura de nouvelles pratiques encore, même déjà parce qu'on vit peut-être un changement de monde. Donc, il faut aussi être ouvert à des choses qui ne sont peut-être pas écrites dedans et qui vont continuer à évoluer parce que l'innovation, c'est quelque chose de dynamique. Voilà pour ce que je voulais vous dire sur ce document. Alors j'espère que ceux qui avaient une grimace en démarrage terminent cette présentation avec un sourire.